3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Luciana Duprat est avec nous ce soir en plateau, responsable des investissements durables chez Ports en Part. Bonsoir Luciana. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. À nos côtés, enfin, Vincent Genzi. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudart. Commençons par la séquence Banque centrale avec la décision imminente de la Réserve fédérale américaine pour finir le travail proprement, comme je dis, Vincent, les dernières données économiques, statistiques aux États-Unis, ainsi que les derniers développements sur le front de la crise bancaire, autorisent la Fed ce soir à faire un dernier mouvement de 25 points de base ? Un mouvement de 25 points de base, certainement. Le dernier, on ne sait pas encore. C'est assez probable. On a quand même une activité qui reste assez soutenue, même si elle se modère. On a eu les créations d'emplois tout à l'heure qui étaient très, très, très élevées. Et puis, sur le plan du recul de l'inflation, il y a parfois des signaux un petit peu discordants. Dans le dernier chiffre ISM industriel qui est sorti, la composante prix était remontée. Donc, il est assez probable que ce soit la dernière hausse des taux, puisque entre 5 et 5,25 par rapport à une inflation qui est en train de ralentir et qui ralentira un petit peu dans les prochains mois, on arriverait à une certaine neutralité. Donc il est probable que la Fed ait envie de se positionner en disant bon, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Mais je pense qu'elle va surtout avoir à cœur de dire attention, c'est pas parce qu'on s'arrête qu'on va rebaisser tout de suite, parce que ce qui doit l'enquiquiner, c'est quand même les anticipations de baisse des taux de 50 à 75 points de base d'ici la fin de l'année qu'a le marché. Et ça, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Donc c'est plutôt là que je l'attends. Je ne sais pas si elle va s'exprimer vraiment sur le sujet. Il serait quand même assez logique qu'elle, comme toujours, qu'elle manie un peu les deux côtés de la pièce, entre guillemets. Donc elles disent, voilà, il faut que je monte encore, mais à côté de ça, on est déjà maintenant à 5,25, donc on peut penser qu'on aura peut-être moins besoin de durcir notre politique monétaire. Donc un discours assez ambigu, destiné à soutenir les marchés sans entretenir une euphorie. Où est la barre d'une première baisse de taux puisque les marchés continuent d'imaginer, enfin c'est un sujet de discussion infini depuis des mois et des trimestres, ces anticipations de baisse de taux qui suivent la dernière hausse ont toujours été là, restent ancrées dans le marché. La Fed l'avait dit, pour que l'inflation recule, il faut qu'il y ait une demande moins soutenue. Alors la demande est un petit peu moins forte, mais elle n'a pas suffisamment reculé. Le chômage n'a pas suffisamment augmenté. Donc les tensions sont toujours là. On est quand même loin des 2%, qui est l'objectif des grandes banques centrales. Donc il serait assez logique qu'elle maintienne une position assez restrictive pendant encore quelques temps, jusqu'à ce que la décrue de l'inflation se rapproche d'un objectif qu'elle juge plus cohérent. Aujourd'hui, on en est loin. Certains pensent que la Fed pourrait relever les objectifs d'inflation, se dire aujourd'hui c'est plus 2, c'est 3. C'est un peu prématuré également. Donc je pense que la Fed, elle, encore une fois, elle est là pour rassurer, mais elle n'est pas là pour entretenir la spéculation à l'euphorie, et elle est là aussi pour soutenir l'économie quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Soutenir le secteur financier quand il y a des bombinettes qui explosent à droite ou à gauche, oui, mais elle le fait à ce moment-là par des liquidités qu'elle réinjecte dans le marché le temps nécessaire, qu'elle reprend par la suite. Mais elle n'utilise pas l'arme des taux. Eric, qu'est-ce que vous attendez du cap que va fixer Jérôme Powell ce soir, si jamais la Fed entre effectivement dans quelque chose d'un peu différent après le front-loading de 2022, les hausses de taux à un rythme effréné, on a déjà réduit les incréments à 25 points de base, et maintenant une nouvelle perspective s'ouvre. Oui, c'est plutôt un point final. Le job is done. En fait. Voilà. Et puis ça a fonctionné. Je suis le premier surpris parce que ça a monté sévère quand même, on est au cours. Et la croissance tient. En fait, j'ai l'impression jusque-là. Alors, en fait, il y a une espèce de paradoxe parce que les économistes, on n'est pas tous d'accord, mais justement la croissance, on va dire que ça se tient pas près, mais les financiers, non, parce qu'on anticipe une baisse des taux pour dans pas très longtemps. Les cycliques sont dans les choux, le pétrole, même si c'est à chaque fois forcément des conséquences, pas forcément des signaux, mais bon, normalement, les actifs cycliques, on est d'accord, montrent qu'il y a quelque chose de désagréable devant nous. Il y a une dichotomie en fait qui met mal à l'aise. Normalement, en tant qu'économiste, je dis bravo, j'applaudis, tout a été on a la feuille de score est bonne. On a remonté les taux à 5, il s'est rien passé, la normalisation du marché de l'emploi, les anticipations d'inflation ont diminué. Alors certes, on ne viendra jamais à 2, alors ça c'est
jamais une inflation à 2. Mais j'ai un problème quand même, parce que le marché financier ne me dit pas ça. Donc j'espère que le marché financier se trompe en fait. Et auquel cas, je pense que la priorité de la Fed, c'est de se dire, je fais le job et j'attends de récolter toujours mes fruits. On va diminuer progressivement l'inflation sous-jacente, qui est encore un peu diminuée. Et puis, je vais me laisser porter par les statistiques. Et puis, si vraiment, soit j'ai une chute brutale que je n'ai pas vue, voilà, auquel cas, on verra si j'entame une baisse des taux, mais il n'y a pas de raison jusqu'à là. Donc, je pense qu'elle a intérêt à ne rien dire. C'est-à-dire que si vous dites, écoutez, moi j'ai fait le job, on va attendre. Peut-être que j'en ai trop fait. Parce que si j'en ai trop fait, ça veut dire qu'effectivement, ils ont raison d'attendre une baisse des taux parce que ça va chuter sévère. Sûrement, j'ai fait comme il fallait et j'ai rien d'autre à faire avant changement macroéconomique. Mais c'est pas pour l'instant. Mais le bilan, on peut pas le tirer tout de suite. C'est-à-dire, vu le décalage de l'impact des politiques de taux, des politiques monétaires, non, mais savoir si le resserrement a été abusif ou pas. Jusqu'ici, il n'est pas abusif, en fait. Sauf que les marchés financiers vous disent que... Oui, parce qu'on a une bonne moitié des hausses de taux qui n'ont pas encore eu d'impact dans l'économie réelle. Voilà, c'est ça. Ouais. Luciana. Ça n'a pas été abusif, mais comme dans chaque hausse des taux, il y a les acteurs les plus fragiles qui sont pénalisés. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est les banques commerciales américaines. Les banques centrales, quand elles veulent lutter contre l'inflation, c'est vrai qu'elles augmentent les taux directeurs parce qu'elles estiment que les banques vont moins octroyer de crédit aux agents économiques et comme ça, on va lutter contre l'inflation. Là, on a une partie du tissu bancaire américain qui est embourbé dans des difficultés financières et qui, de fait, est obligé de ralentir sur le crédit américain. Donc finalement, on a non seulement une hausse des taux directeurs classiques pour lutter contre l'inflation, et là, on a les banques commerciales américaines qui finalement, en ralentissant le crédit, luttent contre l'inflation aussi. Mais vous dites, ça fait partie, c'est l'intention de la Banque centrale américaine de voir ce phénomène de resserrement des conditions de crédit, de resserrement de la distribution de crédit, quand bien même il y a des dommages collatéraux ici et là dans le secteur bancaire. C'était son intention, effectivement, de ralentir. Maintenant, ce n'était pas son intention de pénaliser les banques commerciales américaines, mais est-ce que c'est de son fait que les banques commerciales américaines se retrouvent dans cette situation? Non. Il y a aussi, on l'a vu, une mauvaise gestion sur les ratios prudentiels, sur la baisse clientèle. Sur certaines de ces banques, ils avaient juste un client que sont les start-up. Donc finalement, ce n'est pas la Fed la seule responsable. Il y a aussi une mauvaise gestion, comme à chaque fois. Donc il y avait des modèles particuliers, effectivement, plus fragiles que d'autres. Voilà, plus fragiles que d'autres. Ouais. Mais l'intention de la Fed était bien celle-ci, comme toute banque centrale, en relevant les taux, de lutter contre l'inflation. Vincent, c'est pas le modèle qui est plus fragile, c'est que lorsque vous remontez des taux aussi violemment, vous avez des secteurs qui souffrent. Il n'y a pas que regardez l'immobilier, là ils sont pas bien non plus. Donc c'est simplement, ils devaient remonter les taux parce qu'on a changé d'ère de paradigme, mais il y a des collatéraux, des dommages collatéraux qu'il faut résoudre, et pour l'instant les banquiers centraux sont là pour supporter. Donc, mais c'est pas parce que le modèle était défaillant, c'est parce que manque de chance pour l'immobilier. Un petit peu aussi, parce que les clients, certains clients avaient besoin de retirer de l'argent eux-mêmes pour donner du cash à leurs clients. Ils ont été amenés à vendre leur portefeuille obligataire, un peu dans la panique. Et c'est pour ça que assez rapidement, aussi bien la Banque centrale américaine que le Trésor, que Joe Biden ont voulu freiner la fuite des dépôts, a voulu également assurer la liquidité des banques au niveau, en tout cas, des portefeuilles obligataires qu'elles détenaient pour pas qu'elles les vendent dans la panique, et surtout rétablir la confiance, parce que le système bancaire repose sur la confiance. La question étant, est-ce que la confiance est revenue ou pas? Visiblement, la reprise de First Republic Bank par JP Morgan ne suffit pas à j'allais dire, couper la série d'événements qui semblent continuer devant nous, Vincent. Alors, à chaque période de remontée des taux et de durcissement monétaire, il y a un chapelet de faillite.
Depuis 30 ans, chaque fois qu'on a vu la remontée des taux et une récession ou non, il y a eu des accidents financiers. Donc la Fed, elle le sait, elle les vit. Il y a les organismes de sauvetage. C'était prévisible. On avait vu quand même cette remontée des taux depuis 2 ans qui se passait relativement bien. On avait eu des pertes sur les portefeuilles obligataires, mais on n'avait pas eu d'accident financier. Voilà, ça commence à arriver, il y en aura sans doute d'autres. Je pense que la Fed, elle est blindée de ce point de vue-là. Les autorités américaines savent gérer la situation, et je dirais même qu'elles le font mieux qu'elles l'ont fait les fois précédentes. Elles ont réagi beaucoup plus rapidement qu'en 2008. Il y a une courbe d'expérience. Le mois dernier. Exactement. Ouais. Alors, les autres banques régionales qui continuent à chuter. Le marché américain, c'est un marché d'anticipation, c'est un marché spéculatif. Donc oui, ils s'amusent à trouver le prochain domino, le prochain maillon faible. C'est devenu un jeu. Est-ce que c'est précurseur d'une faillite généralisée? Non. Ce que je constate quand même par rapport à 2008, c'est que l'ensemble du tissu financier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour prendre les 2 grandes zones, les banques sont quand même beaucoup mieux capitalisées. Il y a probablement un peu moins d'actifs douteux dans les comptes. Il y en a certainement, mais globalement moins. Je rappelle que la banque qui a fait faillite, la Silicon Valley Bank, les actifs douteux qu'elle avait en portefeuille, c'était quand même des emprunts des treasuries, oui. Donc il fallait lui laisser du temps et ramener un peu de confiance à éviter le bank run. Ce que, je crois, les autorités ont quand même assez réussi. Ceci étant, on a cru que le calme revenait très rapidement, et puis il suffit qu'il y ait de nouveau un petit peu de tension alimentée par des vendeurs à découvert sur des titres pour que, on ait quand même encore une 4e banque qui saute. Je suis d'accord que ce n'est pas une crise des actifs de ce point de vue-là. On ne peut pas reprocher à une banque de détenir en actifs des treasuries. Après, il y a la question du modèle économique, de la gestion et de l'équilibrage passif du passif et de l'actif. Non, mais là, il y a quand même une crise du passif généralisée dans le sens où les dépôts bancaires sont challengés par des produits monétaires qui offrent aujourd'hui une rémunération que toute une génération n'a jamais vue. Et de ce point de vue-là, que peut faire la Réserve fédérale américaine? Si elle continue encore de mettre 25 points de base ce soir, elle ne fait qu'accroître le problème et l'appétit de certains déposants bancaires pour des produits monétaires, qui est un appétit tout à fait légitime. Les déposants vont vers les produits monétaires, pas parce que les taux sont beaucoup plus élevés, parce qu'il y a aussi des comptes à terme aux États-Unis. Ils vont sur les SICAV monétaires parce que c'est, entre guillemets, moins risqué que de laisser son argent dans une banque dont le modèle est un petit peu en panique. C'est plus un problème de sécurité qu'un problème de rémunération. C'est différent en Europe, parce que les taux des SICAV monétaires n'ont pas rattrapé le taux du jour le jour. Mais aux États-Unis, le taux des SICAV monétaires, il n'est pas très différent des comptes à terme. Si vous placez de l'argent à 2 ans... Et encore, c'est pas le bon exemple parce que les taux ont baissé. Non, mais en fait, on est dans une problématique assez classique de hausse des taux où le particulier, quand il a du cash sur un compte courant, si c'est rémunéré, évidemment, il va le laisser. Ah, mais sur un compte à terme, d'accord, mais on est déjà sur un produit à terme. Un fonds monétaire, là, aujourd'hui, ça offre pratiquement du 5% de rendement. C'est plutôt, en fait, les banques qui ont tardé à offrir une rémunération sur le dépôt des comptes courants, et ça va se faire. Maintenant, ce qui ne se faisait pas dans les années passées, c'est que là, avec l'arrivée des banques digitales, en quelques clics, vous avez des mouvements sur les capitaux qui sont très rapides, et donc là, les banques, elles vont être obligées d'offrir un rendement sur les comptes courants. C'est ça, en fait, qui va devoir... C'est comme ça que le marché va se réajuster. D'accord, en fait. Mais ça veut dire que ça change quand même le cas d'investissement bancaire qui était plutôt vu positivement parce que hausse des taux, requantification, c'est bon pour les banques. Ça, c'était l'argument fatal des derniers mois et des derniers trimestres. C'est vrai. Non, mais jusqu'à présent, elles ont gardé les profits pour elles, et puis là, elles vont être obligées de partager. Les liquidités vont coûter plus cher. Et donc toutes les banques qui auront des problèmes de liquidité ou d'accès aux liquidités vont se fragiliser. Mais je pense que c'est pas une question de taux d'intérêt de la Fed. Enfin, peu importe que ce soit à 5 ou à 25, c'est simplement qu'on passe de 0. En fait, c'est une question de grandeur, de masse. Oui, d'ordre de grandeur, de 0 à 5 et d'ajustement en fait. Alors, il y a quand même c'est la violence quand même. Il y a quand même encore d'autres éléments. Il y a d'autres parties de l'économie qui doivent être financées, qui étaient financées avant par des taux très bas, le private equity, l'immobilier. Donc il y aura probablement d'autres dégâts collatéraux. Je ne suis pas si inquiet que ça sur le private equity, parce que généralement on a du temps devant soi. Donc le bank run, il ne se produit pas sur le private equity. Oui, il y a plus de viscosité quand même sur le dépôt passif d'un fonds de private equity. Exactement. Par contre, les fonds de private equity ont du mal à lever
davantage de dettes pour continuer à financer les startups. Et donc, ça fait quand même un impact négatif sur l'activité. Un mot du plafond de la dette, alors qui vient percuter un peu également le sujet de la Réserve fédérale américaine. Entre l'inflation, la stabilité financière, s'invite donc désormais cette question du plafond de la dette avec une date fixée autour du 1er juin, en tout cas à partir du moment où le Trésor américain devra commencer à réduire sérieusement ses dépenses. Luciana, là aussi, le marché nous dit c'est plus sérieux que d'habitude. Est-ce que c'est plus sérieux ? C'est un problème récurrent, c'est vrai, aux États-Unis. Donc on l'a souvent. Maintenant, le vrai sujet, c'est pas tant la problématique de probabilité de défaut des États-Unis, mais plus l'arbitrage que le Trésor américain va devoir faire sur des prestations de santé ou de retraite. Donc c'est plus finalement le particulier américain qui pâtit de cette situation. En 2011, Obama avait été confronté au même problème de relèvement du plafond de la dette, à un moment en plus, j'allais dire, encore plus prégnant. C'était quand même suite à 2008. Enfin, donc là, on n'est pas dans la même situation que 2008. Donc voilà. Alors, comme à chaque fois, ça se fait dans un laps de temps très resserré, c'est-à-dire, comme vous avez dit, Janet Yellen a dit 1er juin, et Biden a l'air d'être cool, pas pressé, de donner rendez-vous. Il n'y a pas 3 mois devant nous, quand même. Là. Voilà, le 9 mai. L'enjeu, évidemment, c'est de se dire que dans un laps de temps assez court, il va falloir trouver une solution. Bon, on va savoir si les négociations sont faites sous la pression, c'est mieux, je ne sais pas, on verra. Quel type de dégâts ça peut générer, cette situation de blocage politique, le coût d'un compromis que tout le monde attend et qui viendra à un moment ou à un autre, mais dans l'intervalle, il peut se passer des choses. Ça augmente la volatilité sur le marché financier. En fait, on vient de passer quelques minutes de se dire le problème, il était dans la finance, dans la banque et dans la finance. Alors moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de problème de finance. En fait, dans la banque, oui, mais quand on passe de 10 ans à 0 à 5, 6, je ne sais pas où sont ceux qui ont perdu. Voilà. Donc peut-être qu'on va sortir dans quelques mois. Voilà. Mais ça sera autrement plus dangereux. Ouais. Mais alors je reviens à la case. C'est sûr que ça ne peut pas aider, puisque on a un souci de court terme et tous les problèmes sont cristallisés. C'est-à-dire que c'est noir ou blanc. Et donc, c'est binaire. Très rapide. C'est binaire. Tout est binaire. Et donc, c'est pour ça que tout est violent. Donc, ça a rajouté un peu de stress pour le mois de mai. Après, je vois mal que l'État, les Américains faire faux. Donc, ça va ralentir, effectivement, la capacité, certainement, de politique budgétaire des États-Unis. Encore que, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, faut qu'on ait encore davantage de normalisation du processus. Voilà. Qu'on puisse tourner la page, entrer dans une nouvelle ère avec des taux normaux, des anticipations d'inflation stabilisées, acceptables, et regarder si on n'a pas laissé trop de problèmes derrière nous pour pouvoir avancer. En fait, je crois que c'est juste là le problème. Il y a une période de transition, et qui est encore devant nous, qui n'est pas totalement aboutie. Oui, je crois qu'il y a encore 6 mois, 1 an. Plafond de la dette, Vincent. C'est toujours un peu une tragicomédie, mais moi ce que je retiens, c'est que depuis 3 ans, Biden a quand même beaucoup dépensé. Et ça lui a été assez reproché. Il a peut-être même un peu trop dépensé alors que la croissance était déjà en train de repartir. Il a pris le relais de ce qui se faisait avant. C'est pas tout seul. Mais il a quand même beaucoup rajouté. Ouais. Donc, sur le fond, que cette petite guéguerre entre républicains et démocrates réduise un petit peu les interventions de l'État, ça ne me choque pas trop. Le timing est plus délicat puisqu'on est dans une phase où l'économie commence à ralentir un petit peu. Donc ça peut peut-être accélérer un peu les choses. Maintenant, ça va dépendre du compromis. Si c'est un compromis qui prévoit une réduction budgétaire à un horizon 6 mois, 9 mois, 1 an, so what, on gagne du temps.
ça ne va pas être instantané. Donc voilà, c'est peut-être un élément négatif à court terme pour les équilibres économiques, mais pour le déficit budgétaire et la dette et le refinancement des États-Unis à moyen terme, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, bon, il faut être un petit peu pondéré. Les marchés ne sont jamais pondérés, donc il y aura peut-être un peu de volatilité, c'est vrai. Non, mais ça peut coûter au marché. Oui, un petit peu, peut-être. Mais bon, ça donnera peut-être des opportunités. Pour voir le côté positif de la chose. Côté européen, donc après la fête ce soir, ce sera autour de la BCE demain. Eric, là on sent toujours ce petit décalage. Si la Fed peut peut-être se satisfaire de la situation et c'est plus se mettre en pause, pour la Fed, visiblement c'est pas le cas pour la Banque Centrale Européenne, qui devrait quand même réduire son rythme de hausse de taux en passant de 50 à 25. Ouais, alors déjà, on ne peut pas dire qu'elle a fini de faire le job, parce que, effectivement, les anticipations d'inflation sont un peu plus élevées. Alors certes, elle commence à réussir. L'inflation sous-jacente diminue. Le souci, c'est que d'abord, tous les pays n'ont pas la même problématique. Et regardez, par exemple, l'inflation allemande diminue parce qu'elle est plus dépendante des biens et de l'alimentaire, alors que là, en France et en Espagne, on est dépendant du service. Les services marchent bien, et donc l'inflation remonte légèrement. Mais on peut dire que la BCE fait le job. Fait le job. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas non plus monter trop... comme elle ne l'a pas fait violemment, enfin, elle l'a fait avec parcimonie, elle a plus de temps pour aller le plus haut possible. Juste que ce que l'économie européenne puisse l'absorber. Donc je pense qu'elle va faire 0,25 et puis elle va faire, on va voir quoi. Mais elle peut pas dire grand chose. Ouais, c'est ça. Elle peut pas dire autre chose. Mais là aussi, on voit quand même que la transmission, même si la BCE est partie en retard, avec moins d'agressivité, quand on voit les enquêtes réalisées auprès de l'industrie bancaire, on voit quand même qu'il y a un petit choc là aussi sur les conditions de crédit, sur la distribution et sur la demande de crédit. Enfin, il y a un problème, il y a toujours cette question de la demande privée intérieure en Europe, chez les consommateurs, mais aussi du côté de la demande de crédit qui s'affaiblit quand même assez nettement. Oui, alors c'est le plus préoccupant parce qu'en fait, jusqu'à quand les entreprises qui se sont gorgées de capitaux à taux zéro, à un moment ils vont revenir sur le marché et donc si le marché de crédit est bloqué, là on va avoir un accident. En fait. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais on voit que c'est quand même plus touchy à gérer en fait. Je sais pas trop où ça va nous mener. Mais je pense qu'on n'a pas intérêt à remonter trop les terres. Je pense qu'on a intérêt, effectivement, pour maintenant, continuer d'aller plus loin, plus longtemps. Je comprends. Au lieu de faire 0,75, 0,25, le plus longtemps, encore 0,25, pour voir un peu ce que l'économie européenne peut absorber, surtout. C'était le sens du discours de Christine Lagarde en décembre, la dernière fois que la BCE a rétrogradé le rythme des hausses de taux. En décembre, on passait de 75 à 50. Mais le discours qui accompagnait le passage de 75 à 50, c'était de dire on fait moins, mais on va en faire pendant plus de fois et plus longtemps que ce que vous imaginez. Ça reste le schéma valable aujourd'hui pour la BCE ? Oui. Je ne sais pas si on va faire 25 ou 50, honnêtement. Il y a quand même un certain nombre de gouverneurs qui ont dit 0,50. Donc, je ne sais pas. On a quand même une inflation qui est beaucoup plus élevée. Et puis, c'est vrai que la BCE fait aussi son travail, mais elle a commencé plus tard. L'inflation a connu son pic également plus tardivement qu'aux États-Unis. On a aussi des facteurs de tension salariale qui sont peut-être un peu moins maîtrisés qu'aux États-Unis dans certains pays européens. Donc moi, je suis plus dubitatif. Je pense déjà, j'ai des perspectives, des hypothèses de taux terminal plus élevées que le consensus. Je pense qu'ils monteront 4,5, je pense. 4,5 Ah, ouais, pour le taux de refinancement ou le taux de dépôt ? Non, le taux de refinancement. Ah oui, d'accord, ok. Parce que l'inflation est quand même beaucoup plus élevée. Donc je vois mal la BCE baisser la garde si vite. C'est vrai qu'il y a une situation très hétérogène en Europe et que ça a toujours été enquiquinant, mais c'est aussi intégré, puisqu'on c'est pas 5,25 comme la Fed, le taux terminal. Donc je pense qu'elle devrait continuer. Alors c'est vrai que c'est plus facile de continuer à dose homéopathique en disant voilà, je laisse le marché l'absorber, voir comment ça réagit au niveau de l'économie.
On avait aussi un petit décalage conjoncturel par rapport aux États-Unis, puisque l'année dernière, on avait beaucoup de craintes de ralentissement et qu'elles se sont avérées un peu affondées grâce à la baisse des prix de l'énergie. Et là, ça a l'air de repartir un petit peu. C'est pas très virulent, pas très violent comme croissance. Mais... Donc moi, je pense quand même que la BCE, elle ne doit pas baisser la garde tout de suite. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait tout seul dans ce camp-là. Enfin, c'est minoritaire aujourd'hui, mais il y a des calls, effectivement, pour 50 encore demain du côté Madame Lagarde n'est pas Monsieur Trichet, mais on n'est pas à l'abri d'une poursuite de la hausse des taux. Luciana, sur ces considérations autour de la Banque Centrale Européenne, et puis on va parler quand même des entreprises et des résultats microéconomiques, 25, 50, est-ce que ça change quelque chose au final ? Non, enfin 25, pourquoi pas. Comme on l'a dit, elle a commencé plus tard que la Fed, donc elle terminera plus tard. L'inflation est toujours là, on l'a vu sur les chiffres. Après 5 mois de décélération, on a vu que l'inflation augmentait. Alors légèrement, on est passé de 6,9 à 7%. Sur l'inflation sous-jacente, là, il y a du mieux. En mars, on était à 5,7%. Là, on passe à 5,6%. De là à tirer des conclusions, c'est trop hâtif, et la BCE ne le fait pas. Les banques centrales, c'est toujours après le cycle, elles prennent le temps. Donc ça paraît normal de continuer à faire des hausses de taux de manière homéopathique et aussi longtemps que nécessaire pour l'instant, tant que la situation le nécessite en fait. Fed ce soir, BCE demain pour la séquence Banque Centrale de ce début de mois de mai qui accompagne la séquence de publication de résultats d'entreprise. Luciana, moi ce que je note, c'est je vois que le consensus des analystes est en train de tourner, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a eu plusieurs mois, plusieurs trimestres, même peut-être aux États-Unis, de révision baissière des anticipations de résultats sur les 12 mois, 24 mois suivants. Et bien là, il y a, semble-t-il, un début de point d'inflexion. Les anticipations de résultats aux États-Unis, par exemple, pour 2023 et 2024, sont désormais révisées à la hausse. Oui, alors là, la saison des résultats n'est pas encore terminée. On voit quand même qu'il y a des gagnants dans les secteurs. Il y a d'abord le luxe. On a vu des chiffres d'affaires pour Hermès et LVMH de 17-20%. On a vu des valeurs comme Ferrari ou Moncler publier de très bons résultats. Alors, toutes les valeurs du secteur ne sont pas à mettre au même niveau. On a vu que Kering avait du mal à convaincre des consommateurs asiatiques sur la marque Gucci. On a Estée Lauder versus L'Oréal aussi. L'Oréal a été très bon. Estée Lauder envoie un message à l'opposé orthogonal de L'Oréal. Il y a d'autres secteurs aussi, notamment dans le secteur de la technologie, le sous-secteur des semi-conducteurs, qui est un segment vraiment porteur. Malheureusement, là, les publications étaient plus mitigées. Pour le leader qui est ASML, comme ils ont annoncé une baisse des commandes plus importante qu'anticipée, le marché l'a sanctionné assez sévèrement. Donc ça peut être intéressant parce que le management a dit que c'était un report de commandes et en plus de ça a maintenu les objectifs pour 2023 et 2024. Donc on voit bien que de toute façon sur la thématique des semi-conducteurs, des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien aux États-Unis, on a annoncé des plans de 50 milliards de dollars pour soutenir les semi-conducteurs, 200 milliards de dollars pour la recherche et développement sur les semi-conducteurs. De l'autre côté, en Europe, c'est 45 milliards, donc c'est quand même des montants importants également. Et tout ça, c'est pour réduire notre dépendance par rapport à l'acteur taïwanais TSMC. Donc on voit bien qu'il y a quand même les valeurs de croissance qui ont repris de la vigueur. On a d'autres secteurs aussi, un peu, il faut les oublier peut-être, mais la chimie, c'est toujours un secteur intéressant. Les télécoms, avec Deutsche Telekom qui a publié de très bons résultats. Voilà. De l'autre côté, on a en queue de peloton, c'est vrai, les matières premières qui sont à la peine. Notamment, là, on le voit avec Eramet qui a fait un profit warning. Pourtant, on est sur une thématique porteuse, le lithium. Normalement, c'est pour les véhicules électriques. Mais c'est vrai aussi que depuis 2 semaines, en fait, depuis l'annonce de Tesla qui a dit qu'elle allait baisser... La baisse des prix. Voilà, baisse des prix sur les véhicules électriques. On a toute la filière, ça va donc de Eramet aux semi-conducteurs, aux constructeurs automobiles qui pâtissent en fait de cette annonce et de cet ajustement. C'est intéressant de voir quand même dans un secteur où l'intensité concurrentielle a toujours été très forte, comme l'automobile, que dès qu'on a un peu de normalisation des chaînes de valeur, stabilisation de la situation un peu du commerce mondial, pour dire les choses simplement, tout de suite, il y a un acteur
Tesla en l'occurrence, d'autres Chinois à l'Est également, qui enclenchent tout de suite la logique de volume, la guerre des prix, etc. Ça repart très très vite. C'est vrai. De ce point de vue-là, le politique n'a pas besoin de demander aux entreprises de baisser les prix. Ça se fait tout seul, quoi. C'est vrai. C'est la loi de la concurrence, là. C'est bien dit, Vincent Guenzi. C'est en fait la conséquence, la remarque que j'ai à faire sur les profits des entreprises qu'on a vu, les résultats du premier trimestre. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont pu profiter de cet engouement de la demande pour remonter leurs prix et dans la vague, et là on va voir maintenant une espèce de normalisation, et chaque entreprise va être un peu confrontée à la désirabilité de son produit, tout simplement. Donc je ne sais pas si on peut faire une projection des profits, mais en tout cas ça va être entreprise par entreprise, puisqu'on va avoir une normalisation, c'est-à-dire qu'il y aura la pression des salaires va diminuer un petit peu, mais le juge de paix, c'est effectivement la désirabilité du produit qui est final. Et là où les entreprises certaines se sont bien sorties parce que tout le monde en voulait, et que si on ne pouvait pas avoir Tesla, on pouvait avoir autre chose. Là, ça va être plus compliqué pour le prochain trimestre, je pense, en fait, en termes de profit de l'entreprise. Sur les premiers enseignements de cette publication, on a quand même 60% du S&P 500 qui a dû publier aujourd'hui. Plusieurs choses à dire. C'est vrai que les résultats sont meilleurs qu'attendus. Et même avec un pourcentage d'entreprises qui battent les attentes qui est assez élevé, parce qu'on est à plus de 80%, la moyenne c'est plutôt 75%, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Ceci étant, quand on regarde en masse, les grandes surprises, j'ai l'impression, en Europe ou aux États-Unis, ça vient des acteurs qui sont dans des positions un peu inexpugnables et qui ont effectivement eu un énorme pricing power. Donc le luxe en Europe, qui représente quand même un point important des indices, même dans les indices européens, et les GAFA aux États-Unis, qui ont des positions assez monopolistiques, qui en plus ont engagé des réductions des coûts. Donc si on retire le luxe et les 8 plus grosses capilles techno-américaines, dans la croissance des résultats, c'est moins brillant que ça. Ouais. Et d'ailleurs, les entreprises américaines qui ont publié des résultats un peu en dessous des attentes ont été très sanctionnées. C'était le cas aussi en Europe, et pas forcément des acteurs cycliques, des acteurs qui avaient très bien performé pendant la crise du Covid, notamment dans tout ce qui est médical ou paramédical, qui ont forcément des volumes qui croissent un peu moins vite. Il y a eu des fortes sanctions, ou même Téléperformance qui annonce un rachat et qui est sanctionné. Donc, bon. C'est asymétrique, là, vous dites. C'est asymétrique et c'est un peu en trompe-l'œil. Alors, il reste que, effectivement, les résultats sont meilleurs qu'attendus. Donc c'est plutôt positif. J'ai tendance à penser que cette amélioration, maintenant, elle est dans les cours. Quand LVMH a publié ses résultats, tous les titres du secteur ont beaucoup progressé, et quand ils ont annoncé leurs propres résultats, ils montaient moins. C'était joué. C'était un peu moins wow. Donc je pense que ça commence à être un petit peu joué. Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la révision des EPS 2023 et 2024. Oui. Alors, il faut faire très attention parce que ça dépend du scope, en fait, de l'horizon que tu regardes. On est toujours dans une tendance baissière sur les EPS, sur 2023 et sur 2024, aux États-Unis comme en Europe. On a connu en Europe pendant un mois, effectivement, un moment où les EPS remontaient un petit peu. Puis hop, ils sont revenus en arrière. Donc on est revenu au niveau où on était avant cette remontée. Et aux États-Unis, c'est vraiment... Sur une semaine, avec les résultats des GAFA qui sont sortis, on a révisé un petit peu à la hausse, mais en tendance, on est quand même dans une période de réviser à la hausse. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que aux États-Unis, les analystes ont fait une bonne partie du job d'ajustement, puisqu'on attend peut-être 3-4% de croissance cette année. Mais l'année prochaine, on attend encore 9 ou 10. Donc c'est beaucoup. Surtout que la croissance américaine, l'année prochaine, elle ne va pas être meilleure que cette année. On attend 1% de croissance économique comme cette année. Donc peut-être qu'il y aura aussi à un moment donné un ajustement à faire sur les EPS 2024. Et ça va dépendre du ralentissement, de son ampleur. Et le point bas des profits n'est pas encore là, alors, pour vous, Vincent ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et c'est pareil en Europe. On attend un rebond de la croissance bénéficiaire l'année prochaine. Ce n'est pas encore gagné. Donc, je pense que ce n'est pas forcément suffisant pour faire baisser les marchés, mais ça peut justifier d'avoir un certain attentisme et de se laisser porter, mais pas forcément de se précipiter sur les actions aujourd'hui, dont les valos ont quand même pas mal remonté en l'espace de 6 mois. Donc effectivement, la petite tour de table sur la logique d'investissement. Vous dites, si on est investi, on peut rester investi, se laisser porter.
Mais vous dites c'est pas une porte d'entrée qui Non. mérite d'être Non. mise à profit Non. agressivement aujourd'hui, Non, quoi. Je ne crois pas qu'on soit en face d'une opportunité majeure là aujourd'hui. Non, je pense que ça. Et même quand on avait rebaissé il y a quelques semaines, c'était pas suffisant de mon point de vue, sauf pour des gens qui sont très très liquides, parce que là effectivement toute baisse de 5-6% est bonne à prendre. Oui. Mais je pense qu'il Pour un investisseur. D'ici à la fin de l'année, je pense qu'on aura certainement de meilleures opportunités d'achat. Et je conseille même à des gens qui sont très très investis éventuellement d'alléger un petit peu. Ah, mois de mai. Non, pas mois de mai, potentiel Ça vient de vous. potentiel qui est largement atteint. Alors bon, la saisonnalité, elle joue plus aux États-Unis qu'en Europe, mais on a quand même des indices qui ont beaucoup progressé. Oui, ça c'est sûr. L'Europe, il est normal de se calmer. 35% de hausse depuis fin septembre, depuis le 29 septembre, pour les indices européens notamment. Luciana, logique d'investissement aujourd'hui, est-ce que le marché action vous paraît un peu arrogant, défiant oui, je sais pas, les investisseurs ou la nature du ralentissement économique que tout le monde voit se profiler? Non, c'est pas arrogant, hein. En fait, souvent on se focalise sur le CAC 40 et qui n'est pas dividende réinvesti, et quand on reprend le CAC 40 dividende réinvesti, en fait, on s'aperçoit que depuis 2015, on est sur des niveaux des plus hauts jamais atteints. Ah en oui. fait. Alors 2020, on a testé ce support, mais finalement ça a été invalidé, on est reparti à la hausse. Donc en fait, depuis 2015, on est sur des plus hauts. Alors nous, pour des clients qui seraient plutôt liquides, hein, nous on conseille de toujours investir de toute façon progressivement. C'est toujours un peu difficile de timer le marché. Dans cette phase de marché, par contre, qui est plus incertaine, comment on l'aborde, c'est en diversifiant les secteurs. C'est-à-dire pas de pari sectoriel marqué. On est présent sur tous les secteurs. Et c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu, c'est que depuis fin 2020, il n'y a pas de surperformance d'un style d'investissement. Donc c'est pour ça tourne. Ça tourne régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent partout. Et voilà, c'est comme ça. Est-ce que je sais que c'est une classe d'actifs qui vous tient à cœur chez Portzamparc, est-ce que les small caps sont aujourd'hui une bonne porte d'entrée pour s'exposer au risque action pour quelqu'un qui serait trop liquide? Alors, c'est une brique intéressante, hein. C'est vrai que 2022, on avait espéré que ça allait être une année intéressante. Ça a été décevant, hein, sur le plan boursier. Alors, il y a eu le conflit en Ukraine, il y a eu l'envolée de l'inflation, il y a eu également la hausse des taux, donc qui a pénalisé ce segment-là. Maintenant, c'est quand même un segment où on voit qu'il y a un écart de valorisation qui se creuse avec les grands indices. Si on prend le PE 2023 de l'indice Small, il est à 11,8 fois, alors que le PE du CAC 40 pour 2023, il est à 12,9 fois. Alors que la croissance des bénéfices sur 2023 et 2024, c'est près du double. Sur ce même indice Small, on est à 16% pour 2023, 19 pour 2024. C'est le double de la croissance des bénéfices attendue pour le CAC 40 à ces deux dates-là. Donc il y a une porte d'entrée intéressante. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rester sélectif. Il y a des belles histoires. On l'a vu avec SES. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, arrêtons-nous parfois sur les belles histoires. Hein. Mais SES et Magotag, c'est une société française, hein, qui faisait des étiquettes, hein, donc un produit simple, qui se sont tournés vers les étiquettes intelligentes. Alors intelligentes, c'est-à-dire qui changent les prix, basse consommation. Et un jour, il y a Walmart qui frappe à la porte pour vous proposer un contrat pour équiper leurs 500 magasins dans un premier temps. 4500 dans un deuxième temps, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires sur les 7 prochaines années. Donc, comme quoi, sur ce segment-là, il y a des niches. Oui. Voilà, il y a des niches. Ouais. C'est un exemple faut pour parfois les 10 saisir. qui sont à la cave quand même. Non, mais c'est peut-être pas la priorité du moment pour les investisseurs globaux. Effectivement, on voit qu'ils sont plutôt à la recherche d'actifs liquides, etc. Oui, en ce moment, c'est les large caps. Depuis le début de l'année, c'est les large caps. Hein, ça, c'est vrai. Mais le segment des small et mid caps est intéressant. Ah, mais bien sûr, il restera des histoires toujours passionnantes. Logique d'investissement, il faut qu'on s'arrête après. Si on est liquide, je pense qu'il ne faut pas mettre un pied dans les small. C'est-à-dire qu'en fait, on met un pied dans les small si on a déjà pas mal de grosses valeurs. Ça peut être un peu quelque chose de contrariant. Mais sinon, non, c'est pas la peine. Parce que si vous êtes liquide, c'est qu'il peut y avoir un problème sur le marché. Si y a un problème sur le marché, vous faites moins 20 sur votre... Oui, je comprends. Ça, c'est clair. Donc, ça peut être...
2-3 lignes qui peuvent vous permettre de faire quelque chose en attendant que ça bouge, mais c'est tout, malheureusement. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Luciana Duprat, Ports en Part, Vincent Genzi, Cholet Dupont Oudart et Éric Venet, Montbleu Finance.